Développement d'une pensée magique. C'est une des modalités de fermeture du sens. Le développement d'un type de pensée critique, lié à la réflexivité. C'est-à-dire, nous nous interrogeons, et nous voulons nous interroger, nous poser des questions, des bonnes questions, et puis sur tous les domaines, faire les bons choix pour l'enfant, du point de vue pour passer les vacances, même du point de vue plus financier, qu'importe, on veut faire les bons choix, être renseigné. Or, en fait, ce développement d'une réflexivité a une conséquence, c'est qu'il déstabilise les repères et les certitudes. L'un ne va pas sans l'autre. Développer une réflexivité va déstabiliser les certitudes, avec le risque que j'ai signalé, je dirais, de doute, de panne corporelle, de ne plus croire à l'histoire qu'on se raconte. Donc plus on développe les questions qu'on se pose, plus on développe cette réflexivité, plus nous devons en même temps développer un positionnement contraire, c'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, fermer le sens, construire une totalité significative. Dans la tradition, dans les sociétés traditionnelles, elle était donnée, socialement donnée, cette totalité significative, c'est-à-dire le groupe, la collectivité avait une morale collective, un sens du vrai et du faux, du bien et du mal qui structurait les pratiques. Donc les individus étaient pris, étaient tenus par ça. Aujourd'hui, en ouvrant le sens, en ouvrant le questionnement, nous devons à chaque instant, sans cesse, avec 1000 techniques, fermer les vannes. Je vous ai parlé des fois de ces bribes de pensée magiques, mais il y a plein d'autres choses. Il y a ce que Ricoeur appelle l'identité narrative, c'est-à-dire nous traversons toute une série d'événements avec des personnages différents, et ça, sans cesse, on va le mettre en récit, et en récit racontable, et en récit qui fait sens, et qui a une suite. C'est-à-dire, nous n'arrêtons pas de travailler sur l'histoire de nous-mêmes, que nous écrivons nous-mêmes à partir des événements que nous avons vécus. Alors, cette identité narrative, elle est plutôt rétrospective, c'est-à-dire, c'est tourner vers le passé, c'est à partir de ce que nous avons vécu. Et à ce propos, il faudrait dire, j'ai été trop bavard avec tous mes exemples, il faudrait dire un énorme mot du terme d'identité. J'ai pas le temps, je vais être très allusif et très bref, c'est un petit peu même l'essentiel de mon livre, parce qu'il y a un grand débat, je dirais, à la fois intellectuel et politique sur qu'est-ce que c'est que l'identité. Est-ce que l'identité, elle est de nature ? Est-ce qu'elle est dans la personne ? Ou est-ce qu'elle est un processus ouvert en construction ? Là, il y a deux visions qui ont des conséquences diamétralement opposées. Et l'enquête que j'ai menée, à mon avis, tend à répondre dans le sens de la construction de soi, ne serait-ce que en constatant que ce terme d'identité, il est très récent historiquement. Enfin, il est très récent. Il a été employé depuis longtemps. Il y a une tradition dans la philosophie notamment, mais on ne parle pas exactement de la même identité, on parle plutôt d'une discussion logique sur le même et le différent. Et puis, il y a une première apparition du terme, il y a 2 ou 3 siècles, du point de vue de l'État, avec l'apparition des premiers papiers d'identité. Alors, question dans ma recherche, est-ce que je devais prendre en compte les papiers d'identité sur la question identitaire ? Je ne sais pas trop, donc j'ai été faire un petit tour quand même, et je ne l'ai pas regretté parce que c'est très intéressant, les papiers d'identité. Les premiers papiers d'identité apparaissent en lien avec l'émergence de l'État, c'est-à-dire quand l'État se sépare de la société civile. Jusque-là, dans les communautés traditionnelles, chacun connaît chacun, surveille et contrôle chacun, donc il n'y a pas besoin de papier. L'État qui se constitue de manière autonome et séparée de la société, lui, il a besoin de connaître ses administrés. Et les premiers papiers d'identité vont être liés à des personnes nomades qui s'arrachent aux communautés. Ce sont les tziganes, ce sont les ouvriers aussi qui vont de ville en ville et qui vont avoir un livret ouvrier. Et quant au papier d'identité attaché à la personne elle-même,
La carte d'identité, il n'y en a pas dans tous les pays aujourd'hui. En France, elle est très récente, c'est 1940, c'est le régime de Vichy, la carte d'identité. Je vous lis, c'est très bref, ça fait que 2 lignes. Un extrait du texte de loi du 27 octobre 1940, instituant la carte d'identité. Il y a eu 3 mois avant la carte d'identité de juifs, et puis généralisation de la carte d'identité. Tout Français ne peut justifier de son identité que par la production d'une carte d'identité, dite carte d'identité de Français. Bon, c'est une logique imparable, mais c'est très intéressant parce que ça illustre à quel point il y a une illusion fondatrice, je dirais, du terme d'identité du point de vue de l'État. Il y a l'illusion que c'est pas compliqué l'identité, on peut la résumer. D'ailleurs, à la limite, quand un policier vous demande « montrez-moi vos papiers d'identité », la preuve absolue, c'est le papier. Vous n'êtes que le double vous-même de cette preuve. Tout est dans le papier, c'est le résumé en quelques critères, date de naissance, etc. On a fait le tour de la personne. Or non, on ne fait pas le tour de la personne, parce que justement cette identité, c'est un processus ouvert. Il y a ce questionnement. Nous sommes changeants, pris dans des contextes. Nous sommes multiples, contradictoires. Nous n'arrêtons pas de travailler à la fabriquer avec une très grande difficulté. J'ai parlé de cette identité narrative. Et ce n'est pas par hasard, c'est dans les années 60 qu'on voit l'explosion du terme d'identité. C'est très près de nous. Justement, ça correspond aux mêmes dates. C'est à partir de là que l'on voit partout crise d'identité d'adolescents, identité nationale, identité religieuse, mais identité de l'entreprise aussi. Chacun réfléchit sur qu'est-ce que c'est l'identité, c'est ce qui fait sens. C'est ce qui colle les morceaux, c'est ce qui construit la totalité significative. Mais cette totalité significative, elle change à chaque instant, y compris dans des micro-contextes. Vous êtes dans un tout petit contexte. Vous avez un choix à faire entre 2 alternatives. Ce choix, il est rarement purement intellectuel. Ça va être 2 visions du monde, ça va être 2 visions éthiques, 2 visions morales, et en fait, vous allez rentrer dans une micro-identité. Je prends quelque chose de ridicule. Admettons que je sois en retard pour prononcer une conférence et que le lieu soit pas ici, mais de l'autre côté d'un boulevard où il y a beaucoup de voitures qui passent. J'ai 2 options. Ou quand même essayer de traverser, ou attendre un petit peu, quitte à être un peu plus en retard. Et là, j'ai 2 images de moi qui vont s'afficher. 2 images mentales, avec tout un arrière-plan éthique. Une première image mentale, je me vois traversant, d'ailleurs très droit, et puis je sens que les voitures vont s'arrêter, et j'ai toute une éthique de la discipline, de la ponctualité, etc. Et puis une autre image plus hédoniste, et puis disons finalement, je vais peut-être pas à me presser comme ça. Et à un moment, je vais rentrer dans l'une des 2 images, et je vais la concrétiser. C'est un micro-travail identitaire, dans l'instant. Alors là, on n'a pas du tout l'habitude de ça. Alors ça, c'est pas tourné vers le passé, c'est complètement dans le présent. Et il y a un certain nombre de chercheurs qui commencent à travailler là-dessus, dans un courant aux États-Unis qui porte un nom absolument abominable, l'interactionnisme symbolique structurel. Mais c'est pour se distinguer d'un courant très connu qui est l'interactionnisme symbolique, et eux, ils sont un petit peu différents. C'est des sociologues, psychosociologues, c'est beaucoup moins séparé aux États-Unis qu'en France. Et il y a notamment Hazel Marcus qui parle de schémas de travail, c'est-à-dire que nous affichons des schémas de travail, comme ça, dans un petit cinéma un petit peu dans la tête, où il y a des identités virtuelles. Il fait tout un dégradé entre les identités virtuelles. On fait travailler comme ça des identités virtuelles avec des vraies personnes, des fausses, etc. Et à certains moments, ces identités virtuelles peuvent s'installer. Alors ça devient ce qu'il appelle des soi possibles. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut rentrer dans une image et la concrétiser. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, parce qu'après, il va y avoir une résistance de la réalité. Mais il y a eu un moment de travail en soi. Et ça pose d'énormes problèmes sur l'image. Alors moi, là-dessus, je suis un peu à contre-courant, mais je suis de plus en plus intéressé par cette question-là. On a une image de l'image dans la société d'aujourd'hui. L'image comme seulement totalement extérieure et comme une pure apparence.
Il y aurait la vérité, il y aurait le soi, puis le soi bien constitué, quoi, comme ça. Et puis, il y aurait des images de soi. Or, l'individu, il se construit dans les échanges avec les autres. Et pour se construire dans les échanges, il doit proposer des images. Alors, bien sûr, l'image, c'est quelque chose de réducteur, de trompeur, de fixateur. Ça arrête le temps. Quand deux inconnus se rencontrent, chacun se forme une image de l'autre. Ce que deux chercheurs, Peter Berger et Thomas Luckman, appellent la typification réciproque. Si on ne fait pas une enquête sur l'autre, on n'arrivera même pas à lancer une discussion. Donc il faut construire ses repères, et pour ça, on se fixe une image. X, c'est un imbécile. C'est-à-dire, on réduit en quelques critères comme ça. Peut-être que demain, on va changer d'analyse. Je croyais que c'était un imbécile, puis en fait, non. Mais on aura toujours quelques petits critères. Alors oui, l'image est réductrice, mais en même temps, elle est un moyen pour échanger avec l'autre. Et puis ça va plus loin. Ça va plus loin, cette relation à l'image. Parce que là, je parle des images mentales, je parle des images qu'on se forme en voyant les gens. Dans des situations sociales, on se forme une image qui est une réduction, qui est une analyse non intellectuelle. Voilà. On fixe une image comme ça. Et puis, il y a les images sur support matériel qui inondent notre société. Les images papier, les images à la télé, les images au cinéma, les images partout. On sent bien que ces images sont utilisées pour un travail de l'individu. Elles sont utilisées comme un matériau pour ces identités virtuelles. Mais même au-delà, elles produisent des moments d'identification, et ça, par moments, c'est quand même un petit peu étrange. Si j'ai le droit à encore 1 ou 2 minutes, j'ai envie de vous lire un petit extrait d'interview. C'est Walter, face à sa télévision. Il est divorcé depuis quelques années et il se passe des choses quand il regarde le foot à la télé. Il va vivre intensément, alors ça c'est très masculin, hein. Les femmes ont du mal à comprendre des fois comment leur homme très peu vibrant dans le couple d'un seul coup se met à vivre quelque chose face au spectacle du... Mais Walter, lui, c'est pas... Alors, il lit pas l'équipe, il va pas dans les stades, mais quand il y a l'équipe de France à la télé, alors... Il essaie de se contrôler pourtant, il ne regarde pas le début du match, hein, c'est quand même parce qu'il trouve ça idiot, quoi. Hein. Mais en même temps, dès que ça commence, ça le prend, et ça le prend très sérieusement, et il explique très bien, donc je vous lis. S'ils ont gagné, là ça va, tout baigne, c'est super, tu te sens bien comme si tu avais pris 2-3 apéros. Après, ça diminue d'ailleurs pareil, tu sens que ça perd d'intensité, ça devient moins fort, mais sans gueule de bois le lendemain matin. Mais quand ils ont perdu, c'est là que c'est la connerie pas possible. J'essaie de me raisonner, je me dis, allez, affaire classée, on passe à autre chose. On a perdu. C'est eux qui ont perdu, pas moi. Et avec tout ce qu'ils gagnent comme fric, si ça se trouve, ça leur fait pas grand-chose. Je dis, t'as rien perdu. Moi, j'ai rien perdu. Rien du tout, pas un copec. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Rien, pas 1 millimètre. Mais j'ai beau me dire, ça change rien. Je pèse 2 tonnes, le monde m'est tombé sur la tête. Et le pire, c'est que ça dure, pas moyen d'en sortir, je suis malheureux comme un pou. C'est complètement con cette histoire, j'essaie de penser à des choses bien de ma vie, mais rien à faire, je reste la tête dans le sac. Je m'excuse pour les termes un peu vulgaires, hein, je les reprends tels qu'ils sont, c'est tout à fait important. Très intriguant, parce que il est parti dans une identification. Une identification vers quoi? Il ne se prend pas pour Zidane ou... Si, il est quand même très intriguant. Lui, Walter, il est devenu français. Vous voyez l'élargissement, hein. Il est français. Français à propos de quoi? D'un match de foot comme ça, d'un match de foot vu à la télé, quoi, comme ça. Et alors, il est ça, et il est très fort. Et puis, comme ils ont perdu, il veut décrocher, et il ne peut pas. La vraie vie, il ne peut pas rentrer dedans. Donc, dans ces transferts, dans ces moments identificatoires, il se passe réellement quelque chose. Ça pose beaucoup de questions. Moi, je me pose la question du temps. J'ai eu une intervention ce matin, je suis dans l'urgence absolue. Donc, je vais essayer de conclure d'une manière... Alors là, j'ai beaucoup de mal. Donc, je vais parler des images toujours associées à des émotions. Là, on le voit bien avec Walter. Donc, je n'ai pas le temps de trop développer sur les émotions. Je prendrai juste un aspect, des émotions extrêmement importantes aujourd'hui.
Nous rentrons dans un type de société où justement la réflexivité, la réflexion intellectuelle est de plus en plus et nécessairement entourée par des images et des émotions qui aident à fermer le sens, justement. Même si c'est un sens momentané. On rentre dans une image, on utilise une image quelconque vue pour se former une image de soi, et on va fermer avec l'émotion. L'émotion aide à fermer une décision, ça c'est Damasio qui a très bien, je ne reprends pas ses analyses, qui a très bien développé les analyses là-dessus. Elle aide également à fermer le sens. Et puis je terminerai sur ce point-là parce qu'il me paraît extrêmement important. Donc là, c'est un autre chercheur, mais c'est encore un chercheur américain, de la même école que Hazel Marcus, c'est Sheldon Stryker, qui dit que nous avons une mémoire émotionnelle de nos prises d'identité. C'est-à-dire on occupe comme ça des micro-identités quand il y a des alternatives, des choix possibles. Et nous avons la mémoire émotionnelle des choix qui ont été gratifiants pour nous. C'est la base du fonctionnement des relations amicales. Parce que l'ami va être celui qui va avoir un parti pris de reconnaissance mutuelle. Il va tout vous pardonner, il va toujours être de votre côté. Donc ça va être toujours gratifiant. C'est comme ça qu'on va construire le lien. Alors que dans un autre choix, on a une mémoire qui est une mémoire non consciente, mais qui peut être mauvaise. Donc on cherche à rentrer dans des idées, dans des identités qui vont d'une certaine manière essayer de renforcer, de confirmer l'estime de soi, parce que c'est le grand problème d'aujourd'hui. Alors là, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est tout à fait évident. À la fois la demande de reconnaissance, la demande de renforcement d'estime de soi est grandissante et généralisée, parce qu'il y a un déficit structurel de l'estime de soi dans la société d'aujourd'hui. Pour toute une série de mécanismes, mais dont certains sont très liés à cette modernité individualiste démocratique. Parce que, nous sommes des individus, donc, en questionnement généralisé, ce qui peut être très déstabilisant et fragilisant pour beaucoup de personnes, surtout les plus précaires. Mais ce modèle fondé sur les individus définit aussi une société de concurrence généralisée. Nous sommes en concurrence généralisée et dans un système d'évaluation systématique et généralisée. Donc, nous vivons des évaluations institutionnelles, à l'école, au travail, il y a des systèmes de notation, etc. Mais à la limite, c'est même pas ça les pires. Les pires, c'est les évaluations horizontales, et notamment celles qui nous viennent des plus proches, des amis, etc. Chacun évalue chacun pour construire, pour valider sa propre estime de soi. Je prends un exemple tout bête. Les vacances, autrefois, surtout dans cette société fatigante, on allait simplement en vacances pour se reposer, pour buller. Aujourd'hui, il faut réussir ces vacances aussi, notamment parce qu'il faut avoir un récit de vacances merveilleux à raconter en septembre de retour au bureau. Par exemple, la plage, c'est complètement nul, mauvais point. Ou alors, il faut que ce soit une plage pas comme les autres, une plage originale, différente, ou associée à une pratique culturelle. Donc chacun va se comparer à chacun et juger chacun. Mais le problème, c'est que l'évaluation va avoir lieu avec les grilles personnelles qui définissent sa propre identité. X va juger Y avec le système de valeurs et de pensée de X, alors qu'Y va juger X avec le système de valeurs et de pensée de Y. X dit qu'il a réussi sa vie parce qu'il gagne plein d'argent, mais qu'est-ce qu'il croit, X ? C'est pas ça qui compte dans la vie. D'ailleurs, il est divorcé, etc. C'est pas ça qui est important. Donc, on va jamais recevoir, je dirais, de reconnaissance à la hauteur de ce qu'on attend à partir de la propre notation que l'on peut avoir. Et ce déficit structurel reformule, je dirais, tout le paysage social. Donc ça, j'ai pas le temps de développer, j'ai mieux ne pas le faire, parce que sans ça, je vais trop déborder. Les anciennes catégorisations existent toujours, mais sont vraiment reformulées par cette problématique identitaire, parce que suivant les situations où l'on est, dans les banlieues ou dans des milieux plus protégés, les outils, les instruments pour se construire vont être tout à fait différents. Et je terminerai juste sur un tout petit truc
pour avoir une conclusion. Quand on en a les moyens, par exemple, et la disponibilité, quand on est dans une situation d'exclusion sociale, c'est souvent des émotions un petit peu violentes contre le premier ennemi que l'on peut identifier en présence. Par exemple, les flics dans les quartiers, c'est ainsi, surtout dans la bande de pairs, que l'on peut construire, je dirais, son estime de soi sur le moment. Lorsqu'on a plus de possibilités, on peut développer, alors ça aussi c'est quelque chose qui se développe très fort dans la société d'aujourd'hui, les passions, les petites passions personnelles. Les passions ordinaires, c'est le titre du livre de Christian Bromberger, parce qu'on dit des fois les loisirs, mais c'est plat. Ça n'indique pas toute la puissance qu'il y a dans cette chose. Il s'agit bien de passion. Qu'est-ce que c'est qu'une passion? Là, c'est une adhésion, un élan, avec un type de pratique qui fait adhérer extrêmement fort à une activité. Dans le moment de la passion, on fait bloc avec soi, on fait sens. Alors, toutes sortes de passions, des passions culturelles ou des passions sportives. Le ski, par exemple. Le ski, ça peut être une passion très très intéressante. Là, je pense aux travaux de David Le Breton sur les sports extrêmes. Alors, je ne dis pas que le ski c'est un sport extrême pour tout le monde, mais même, je dirais, dans une pratique ordinaire, on peut avoir un petit moment de sensation extrême, notamment parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on s'était laissé entraîner. Il suffit de rater un virage, quoi, et puis de se rattraper et de partir dans la pente. Et juste à ce moment-là, on va avoir un petit moment, une sensation de sport extrême. Et là, alors ça c'est David Le Breton qui l'explique, ça c'est l'intérêt du sport extrême. L'émotion seule, le sentiment seul remplit l'existence. On ne sait pas de quoi, on ne sait pas qui l'on est, mais il y a une sensation d'exister. Donc il n'y a pas que les images, il n'y a pas que les mots. Pour construire un petit peu l'identité, ça peut être à certains moments la pure émotion, la pure sensation, mais de ce point de vue-là, ça peut être une sensation qui peut être très négative, la haine, la colère, ou une sensation au contraire positive dans le loisir ou dans le cadre d'un moment de générosité ou amoureux. Je terminerai là-dessus. Au XVIIe siècle, il y a eu un grand débat chez les philosophes sur les bonnes et les mauvaises passions. Et c'est Albert Hirschman, dans un petit livre merveilleux, Les passions et les intérêts, qui développe ça, c'est très, très intéressant. Pourquoi ? Parce que les philosophes étaient inquiets de l'autonomisation du pouvoir politique. Ils avaient peur qu'un tyran qui ait des passions, un petit peu de grandeur, dérape un petit peu dans sa pratique. Et ils ont dit, en gros, il faudrait qu'on trouve une bonne passion, une passion un petit peu calme, régulatrice. Et en fait, ils ont débouché sur leurs travaux. Une des passions qu'ils ont trouvées intéressantes, c'est ce que Montesquieu a appelé le doux commerce. Une passion qui ne dérape pas parce qu'elle n'incite pas à des dérapages un petit peu guerriers. Et on peut dire le capitalisme existait avant le XVIIe siècle, mais on peut dire quand même que c'est ce débat des philosophes qui a contribué à l'installer d'une manière centrale dans la société. Et l'argent, c'est très utile aujourd'hui parce que comment se mesurer, comment savoir où on en est, c'est un espèce de régulateur, très inégalitaire, mais ça peut être un espèce de régulateur, sauf qu'il ferme l'horizon. Est-ce qu'il n'y a que ça dans la vie ? On sent bien qu'il y a des demandes de la société pour aller au-delà de cette régulation par l'argent. Mais là, est-ce qu'il ne nous faudrait pas un nouveau grand débat sur les bonnes et les mauvaises passions aujourd'hui ? Et là, je m'arrêterai là.